Bien, je crois qu'on est à l'antenne. On est à l'antenne ou pas? Oui. Bon, alors on est à l'antenne avec Laurent Wauquiez, vous savez. D'abord, bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Alors ce matin, c'est un peu bousculé. On a eu une énorme panne électrique, la radio est tombée en rade, les télévisions sont tombées en rade, l'immeuble est tombé en rade, et miraculeusement, la lumière revient avec vous. La lumière revient. Je vous vois... Non, mais je suis content de vous recevoir parce que c'est un grand retour, dites-moi. Décidément, il n'y a rien qui va plus dans ce pays, même à RMC et BFM. Même à RMC, BFM TV. Mais dites-moi, vous vous êtes tu pendant... Sauf le Mont Mézin, vous avez rencontré quelques journalistes, sinon vous vous êtes tu là, pendant quelques semaines, pourquoi? Vous savez, je pense que on a beaucoup trop de politiques qui bavardent. Ah bon? Oui. Vous pensez à qui? Je pense à beaucoup de monde. Je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui bavardent, qui parlent un peu à tire-larigot. Et je crois que quand on s'exprime, il faut que ça ait du sens et qu'on ait quelque chose à dire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il y a des moments où il y a des moments où il faut apprendre à prendre du recul, réfléchir un peu, réfléchir à ce qui se passe dans le pays, à ce qui est en train de nous arriver. Je crois qu'il y a pas mal de sujets de réflexion en ce moment. Donc oui, il y a des moments où je préfère prendre un peu de silence et je pense que ça fait du bien. Bien, vous revenez d'une manière assez fracassante, vous annoncez votre soutien à Nicolas Sarkozy, je vais y revenir, vous allez m'expliquer pourquoi, mais je voudrais qu'on parle tout de suite du déficit de la France. Depuis 2002, je dis bien depuis 2002, aucun gouvernement français n'a respecté ses engagements ou ses prévisions en matière de déficit. Pourquoi? Bon, d'abord, je pense qu'il y a deux moments différents, hein. Le premier moment, c'est celui où on a une gigantesque crise économique, qui est la crise économique qui frappe toute l'Europe, tous les pays européens vont mal. Et puis il y a le moment qui maintenant s'installe petit à petit, dans lequel on voit qu'il y a des pays qui vont mieux. Vous allez à la frontière sud de la France, vous voyez la différence avec l'Espagne qui s'est considérablement réveillée. Vous allez à la frontière nord de la France, vous avez la Belgique, et puis il y a l'Allemagne. Et ce qu'on voit, c'est que nous, on a du mal. Quelle est mon analyse? Mon analyse, c'est que ça fait des années que la France, dans son approche du budget, refuse de se poser deux questions. La première question d'abord, c'est quelles économies sur le fonctionnement administratif. Comment je peux rendre le même service pour moins cher? Un exemple précis. On a 30 caisses de retraite différentes. Ça nous coûte à peu près, pour faire fonctionner administrativement notre régime de retraite en France, 5 milliards d'euros de plus. Juste de fonctionnement administratif. Je ne parle pas de combien un retraité touche, mais juste le fonctionnement administratif, les ordinateurs, les personnes pour traiter. 5 milliards d'euros. Quand est-ce que enfin on aura le courage de s'attaquer juste à ces questions? Comment administrativement je peux fonctionner et rendre le même service pour moins cher? Le deuxième sujet, Jean-Jacques, le deuxième sujet, c'est au niveau de mon système de protection sociale. On refuse de se poser les bonnes questions. Il faut qu'on s'interroge en se disant, voilà, on n'a plus le même argent qu'avant. Qu'est-ce qu'on doit garder dans notre solidarité nationale? Qu'est-ce qu'on ne peut plus assurer de la même manière? Je vais prendre un exemple simple. Alors qu'est-ce qu'on doit garder? Qu'est-ce qu'on ne peut plus assurer? Je vais prendre un exemple simple. Allez-y. Aujourd'hui, pour un certain nombre de personnes, aller chez le médecin coûte de plus en plus cher. Et puis de l'autre côté, il y a un accès qui est un accès quasi gratuit au système de santé et assez déresponsabilisant. Je pense que ça, on ne peut plus se le payer. L'aide médicale d'État, qui vaut quasiment aujourd'hui 1 milliard d'euros, pour des étrangers en situation irrégulière, je pense qu'on n'a plus les moyens de se le payer. Il faut supprimer. Je pense que la possibilité d'aller chez le médecin sans rien payer, avec la CMU, il faut mettre un petit coupon responsabilisateur. C'est-à-dire que l'étranger, je fais juste une parenthèse sur l'aide médicale d'État, c'est-à-dire que l'étranger qui est en situation irrégulière sur notre pays, malade, porteur d'un virus, par exemple, ne sera pas pris en charge. Non mais il y a des situations qui sont... C'est-à-dire que vous mettez en danger la population française. Jean-Jacques, c'est Bourdin, tout ceci est très caricatural. Ce que je vous dis... Non, mais attendez, ça peut arriver. Je vais répondre très clairement. Oui. Ce que je refuse, c'est qu'un étranger en situation irrégulière ait accès gratuitement au système de santé. Je dis pas évidemment que si jamais il y a un virus ou des maladies extrêmement graves, il faut pas faire quelque chose. Mais que quand même... C'est la collectivité qui va le prendre en charge. Oui, mais quand même, ça vous choque pas, vous? C'est-à-dire qu'un étranger en situation régulière... Moi, ça n'a pas à me choquer ou pas, Laurent Wauquiez. C'est votre... Moi, je vous donne... Je suis à ma place. Moi, je vous donne mon sentiment. Oui. C'est qu'aujourd'hui, on a un système qui fonctionne la tête à l'envers. Et que donc, on a des choses à faire là-dessus. Bon. Et c'est ces types de solutions où la France se pose et se dit, qu'est-ce que j'ai encore les moyens de financer? Qu'est-ce que j'ai plus les moyens de financer qui peuvent nous permettre d'avancer? On a un système social qui, sur un certain nombre de prestations, permet d'accéder gratuitement à tout notre système de santé. Ça ne peut pas continuer à fonctionner. Si c'est gratuit, ça n'a pas de valeur et ça ouvre la voie à tous les abus. Et qui paye les abus à l'arrivée? C'est ceux qui respectent les règles du jeu. Donc je pense qu'on a des questions de fond à se poser. Qu'est-ce qu'on garde?
qu'est-ce qu'on change? Donc l'État ne parvient pas à réduire son déficit parce que l'État ne fait pas ce qu'il faut pour réduire son déficit. On est bien d'accord? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de... Ça fait depuis 2002, Laurent Wauquiez. Oui, d'accord. Comment voulez-vous que les Français vous croient? Vous voulez revenir aux affaires à travers la candidature de Nicolas Sarkozy. Comment voulez-vous que les Français vous croient alors que depuis 2002, vous n'arrivez pas à tenir vos promesses? Je vais vous dire comment est-ce que je demande à ce qu'on me croit. Oui, c'est comment? que moi, on me juge sur pièce. Je suis maire. Je vous dis là qu'il faut baisser la dépense publique et qu'il faut baisser les impôts. Eh ben qu'on me contrôle. Je suis maire, qu'on vienne vérifier si dans ma mairie, j'applique ce que je viens vous dire gentiment à votre plateau. Et on vérifiera. Dans ma mairie, j'ai baissé la dépense. Vous étiez ministre? Dans ma mairie, j'ai baissé... Je vais vous répondre aussi là-dessus. Dans ma mairie, j'ai baissé la dépense publique. Au niveau de ma mairie, depuis 3 ans, on baisse les impôts. Et donc ce que je vous dis là, Jean-Jacques Bourdin, sur votre plateau, je l'applique en tant qu'élu local aujourd'hui, au niveau de mes responsabilités. Et donc je pense que ça, c'est un réflexe qu'on doit avoir. Vous avez des gens qui viennent à votre plateau, demandez-leur si dans leur responsabilité locale, ils appliquent ce qu'ils proposent. C'est une bonne façon de juger la crédibilité de chacun. Bien, mais vous avez été ministre. Et comme ministre, je l'ai fait. Comme ministre de l'enseignement supérieur, on a essayé de faire baisser les dépenses. Vous avez essayé, oui, de faire baisser. Oui, mais on y est arrivé. Oui. On a réussi à faire des économies sur le fonctionnement de notre ministère. Et donc ce que je vous dis, ce sont des choses qu'on a appliquées. Mais ça veut dire que vous êtes un bon ministre, que les autres ont été de mauvais ministres. Ça veut dire... Puisque le déficit général a continué à se creuser. Ça veut dire, Jean-Jacques Bourdin. Mais oui, quoi? Il y a un moment où... Ça veut dire quoi? Non, mais parce que les Français, on est dans une crise politique. Vous êtes d'accord, Laurent Wauquiez? Oui. Et je ne veux pas être populiste ou tout, contrairement à tout ce que certains peuvent dire. Laurent Wauquiez, je me mets à la place du Français qui n'a pas d'opinion politique arrêtée, mais qui se dit je ne peux plus les croire. Je ne veux plus les croire. D'accord. Et une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Mais oui. Une fois qu'on a dit ça, vous faites quoi? C'est vous? Oui, vous Jean-Jacques. faites quoi? Oui, Jean-Jacques Bourdin. Vous avez raison. Ça fait depuis trop d'années qu'on n'y arrive pas. C'est pour ça que ce pourquoi moi je plaide, c'est qu'on ait le courage de mettre les pieds dans le plat. Mettre les pieds dans le plat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on ne peut pas continuer à financer un accès de santé qui est gratuit. Mettre les pieds dans le plat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RSA, qui est offert avec un système dans lequel il y a quasiment plus de différence en France entre celui qui travaille et celui qui est au RSA. Parfois, ça demande du courage de le dire à votre micro. Je le fais, parce que je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les étrangers en situation irrégulière, plus de soins, l'AME supprimée. Finalement, le RSA, c'est-à-dire les plus modestes, quand même, ceux qui... Non, ce que je pense, Jean-Jacques Bourdin... Votre cible, elle est où? Ce que je pense, Jean-Jacques Bourdin, c'est que ma cible, c'est de défendre ceux qui travaillent. Et je pense que le problème dans notre pays, c'est qu'il n'y a plus de valorisation de celui qui travaille. Et qu'à la fin du mois, l'artisan, le commerçant, le salarié, et quand il regarde sa feuille de salaire, il s'aperçoit qu'au fond, il y a peu de différence. Il y a peu de différence avec quand il reste. Maintenant, parce qu'on n'est pas en 2002. Aujourd'hui, on est en 2014, bientôt 15, et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer dans le pays? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le pays? D'abord, la première chose, c'est que tous les compteurs sont au rouge. Le gouvernement a menti sur tous les sujets. Hier, l'exercice de Michel Sapin, c'était quand même un grand exercice de déballage après nous avoir menti. Et qu'est-ce qui va pas? Tous les gouvernements ont menti sur le déficit de la France depuis 2002, tous. Oui, sauf que moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est pourquoi ça marche pas là. Pourquoi ça marche pas là? Parce que la France, aujourd'hui, est asphyxiée d'impôts. Et parce qu'en réalité, dans la réduction du déficit qu'ils ont fait, ils n'ont pas baissé la dépense publique. Ils ont augmenté les impôts sur les Français. Et c'est ça qui est l'erreur profonde qu'a commise ce gouvernement. C'est qu'en fait, ils ont continué à faire de la dépense publique. Par exemple, sur le jour de carence dans la fonction publique. C'est fou quand même quand on y pense. Alors qu'on était dans une situation aussi dure, ils ont rétabli un jour de carence dans la fonction publique pour les arrêts maladie et ils l'ont pas fait dans le privé. Ça, c'est des choses que les Français ne supportent plus. C'est de la dépense publique supplémentaire et en plus c'est injuste. Donc le diagnostic que je tire, c'est que au fond, pourquoi on en est là? C'est parce que depuis 2 ans, la seule corde qui a été tirée, c'est celle de l'augmentation des impôts. Et je pense que pour vos auditeurs, quelle est la leçon qu'ils se disent? Tous ces efforts qu'on a fait depuis 2 ans, c'est pour rien. Parce que bien sûr, vous pouvez nous dire depuis 2002, vous n'avez pas purgé les déficits. Par contre, il y a une chose que moi je vous dirais, c'est que les Français n'ont jamais payé autant d'impôts, jamais. Et que quand nous on était aux responsabilités, peut-être qu'on n'a pas purgé tous les déficits, mais ce qu'il y a de sûr, augmenté les impôts. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les impôts n'étaient pas au niveau auquel ils sont aujourd'hui. Vous les avez augmentés. Que les retraités n'ont jamais payé autant d'impôts. Et le chômage a augmenté. Que les heures sup
que les heures sup... Et la dette a augmenté. Vous avez raison, que depuis 2 ans, le chômage a augmenté, la dette a augmenté, les impôts ont augmenté, les heures sup ont été supprimées. Beaucoup plus de 2 ans. Les heures sup ont été supprimées. Oui, et donc, pour moi, le bilan aujourd'hui de la situation de la France, c'est un pays qui est pris à la gorge par les impôts. Et c'est ça le problème. Bon, ce constat, je pense que tout le monde le partage. Je vais voir vos solutions. On va voir vos solutions. J'ai commencé à vous en donner. Vous avez commencé à m'en donner. Mais vous allez m'en donner à travers votre soutien à la candidature de Nicolas Sarkozy. Je vais y revenir. Oui. Je me contente jamais, M. Bourdin, d'opposer. Je veux aussi toujours proposer. Non, mais c'est vrai. Mais je regarde les institutions. Elles protègent le président de la République aujourd'hui. Vous êtes bien d'accord? Les institutions de la Ve République. Est-ce que vous faites partie de ceux qui demandaient une dissolution rapide du gouvernement, de l'Assemblée nationale, et donc une chute du gouvernement? Moi, je vais vous dire, je pense qu'on n'en peut plus. Je pense qu'on n'en peut plus de ce gouvernement. Je pense qu'on n'en peut plus des erreurs qui s'accumulent. Je pense qu'on n'en peut plus des affaires. Je pense qu'on n'en peut plus des impôts. Et je pense que les Français en auront le bol. Et je pense que si le président de la République était responsable, il remettrait sa crédibilité politique et démocratique sur la table. Non. Il reviendrait devant les Français, il ferait une dissolution et il dirait aux Français, écoutez, est-ce que vous me faites confiance ou est-ce que vous ne me faites pas confiance pour les 3 ans qui restent? C'est-à-dire que ce sont les sondages qui gouvernent? C'est pas les sondages, Jean-Jacques Bourdin. C'est l'accumulation. C'est l'accumulation. L'accumulation de choses, c'est devenu mais insupportable. Un président de la République qui a aussi peu de confiance, des vaudevilles qui s'accumulent, une explosion économique, des promesses. Parce que quand même, je voudrais juste m'arrêter 2 secondes. Oui. Là encore, on n'a pas tout bien fait. Oui. Mais enfin, ce président, qu'est-ce qu'il nous a promis? Il nous a promis la pause fiscale cette année. Les Français là qui payent leur tiers d'impôt. Contrairement à M. Thévenoud, eux, ils ont l'impression qu'il y a la pause fiscale. Il nous a promis l'inversion de la courbe du chômage. Ça fait combien de mois que les demandeurs d'emploi augmentent non-stop à Pôle emploi? Il nous a promis l'exemplarité. Le nombre de mensonges qui ont été accumulés sont hallucinants. Je prétends pas qu'on ait tout réussi. J'ai été même un des premiers à dire faut dresser le bilan. Je vais revenir. Faut dresser le bilan des 5 ans qu'on a fait. Mais là, ce que je vois, c'est qu'on n'a jamais eu une telle explosion du pouvoir et des responsabilités en France. Alors, je ne crois pas que ça peut continuer. Dissolution. Imaginons, dissolution, vous gagnez les législatives. Vous gouvernez? Mais bien sûr. Parce que j'ai vu à l'UMP certains dire non, on refuse une cohabitation, on refuse. Non mais. Donc cohabitation. Donc si le président de la République dissout, que les Français lui disent on ne veut plus ni de votre majorité ni de votre politique, pour moi ça veut dire que le président de la République part, c'est évident. Donc c'est pas la dissolution, c'est la démission que vous demandez, en 2 temps. Il commence par faire une dissolution, voit si les Français continuent à lui faire confiance ou non. Et si jamais ils ne lui font plus confiance, il part. Mais pourquoi on va pas continuer? Vous demandez son départ. On va pas continuer. Est-ce que vous demandez son départ? Je demande que les Français... C'est clair, si vous demandez dissolution, si vous dites... Est-ce que je peux vous répondre? Oui, allez-y. Je demande que ce soit les Français qui puissent trancher. Je pense que ça fait trop longtemps, depuis 2 ans maintenant, qu'on est dans une nasse qui est effroyable. Je ne crois pas que le président de la République puisse continuer comme ça. Donc vous demandez au président de la République de remettre son mandat en jeu? Je demande au président de la République de redemander aux Français s'ils lui font confiance ou non. Donc de remettre son mandat en jeu? Exactement. Aujourd'hui, je considère que les conditions ne sont pas réunies. Quand je vois à l'Assemblée nationale l'image pitoyable du gouvernement, quand je vois le socle de confiance dont bénéficie encore le président de la République, je me dis que ça ne peut plus durer longtemps. Vous savez ce qu'il a déclaré? Aucun sondage, aucun remous politique ne me fera partir. C'est pas du remous politique. Je crains qu'il n'ait pas bien compris ce qui est en train de se passer dans le pays. Ce qui est en train de se passer dans le pays, c'est une exaspération comme on n'en a jamais connu. Ce qui est en train de se passer dans le pays, c'est des Français qui ne supportent plus l'image qui est donnée en ce moment par la gauche et globalement par la politique française. Et je crois qu'il n'a pas bien compris qu'on n'a pas affaire à des remous politiques. On a affaire à un pays qui ne supporte plus ce qu'on est en train de faire de la France. C'est tout. Et pour moi, ça vaut dans bien des domaines. Ça vaut dans le domaine économique, ça vaut à l'école, ça vaut sur le fonctionnement de la justice, ça vaut sur la régulation de l'immigration. Les Français ne veulent pas de ce qu'on est en train de faire de notre pays. Voilà. C'est aussi simple que ça pour moi. Bien. Nicolas Sarkozy est votre candidat pour 2017. C'est clair. Nicolas Sarkozy est-il votre candidat pour 2017? D'abord, il y a une première question, si vous me permettez. Allez-y. La première question, c'est on a une présidence et on a à savoir comment est-ce qu'on organise l'opposition. Pourquoi je vous réponds ça? J'adore cette question sur 2017. Je la trouve extraordinaire. Et je vois toute une série de nos responsables politiques qui sont obsédés par 2017. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Vous me permettez de vous répondre quand même? Oui, allez-y, mais après j'ai une remarque à vous faire parce que là, allez-y. J'en doute pas un instant. Allez-y. J'en doute pas un instant. Allez-y.
2017, c'est dans combien de temps? 2 ans. Pour les Français, ça veut dire quoi? Peut-être plus vite, dites-moi. Peut-être plus vite si jamais il y a une dissolution. Puisque vous demandez le départ de François Hollande. D'ailleurs, vous devriez plus vite. Vous devriez le faire venir à votre micro pour qu'au moins... François Hollande, oui, il est venu le 6 mai, je suis pas certain qu'il revienne si vite. Bah, c'est dommage. Parce qu'au moins, quand on est face à vous, on est obligé de répondre. Alors, allez-y. Ce que je veux dire par là, c'est que on est dans une situation où vous avez des politiques qui viennent à votre micro et qui vous disent « Moi, mon horizon, c'est 2017 ». Sauf que les Français, leur horizon, c'est demain. L'horizon des Français, c'est comment j'arrive à payer mes impôts. L'horizon des Français, c'est mon fils... C'est avec de nouvelles élections que vous allez résoudre tout ça, oui. Bah, je pense qu'en tout cas, ça peut redonner un souffle. Oui, ça j'en suis sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que 2017, c'est trop loin. C'est maintenant qu'il faut agir. Et la question pour l'opposition, c'est pas de se dire attendez, on fera le travail d'ici 2 ans. C'est maintenant. Et comme d'ailleurs vous en posez la question, qu'est-ce que vous proposez maintenant? Qu'est-ce que par exemple vous proposez sur la défense publique? Je vais y revenir, Laurent Wauquiez. Parce que je vois que vous échappez vers vos propositions. Non, pas du tout. Non, bon, d'accord. Alors j'y reviens. J'y reviens. Parce que quand même, vous demandez le départ du président de la République, mais vous dites que la présidentielle, c'est dans 2017. Est-ce que vous pensez une seconde que si Nicolas Sarkozy se présente à la présidence de l'UMP, c'est pour ne pas être candidat en 2017? Bien évidemment que non, Jean-Jacques Bourdin. Bien évidemment que alors si. Donc, il a ça dans la tête. Non, mais il n'a que ça dans la tête, mais bien Laurent Wauquiez. Que non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce qu'il n'a que ça dans la tête? Non. Ah non? Non. Non, vous ne pensez pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors allez-y. Si jamais... Oui. Je pense qu'il faut qu'il se représente à la tête de l'UMP. C'est pourquoi. Vous le soutenez. Ça fait 2 ans que l'opposition a donné une image pitoyable. La gauche explose, la majorité donne une image qui est mauvaise, l'opposition n'a pas été en ordre de bataille. Et ça n'est pas normal. Alors que les Français attendaient une alternative, ils ne l'ont pas trouvée. Chez nous, qu'est-ce qui a régné? La cacophonie. L'absence de ligne directrice. Chacun y va de son petit discours. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous en tête l'obsession des primaires. Et donc chacun veut se positionner dans la perspective des primaires. Ce fameux 2017 que vous posez comme question. Mais il faut des primaires ou pas? Bien sûr qu'il faut des primaires, c'est une évidence. Ouvertes, mais bien sûr. Au centre et à d'autres peut-être. Évidemment, et comme ça on pourra choisir tranquillement et sereinement. Mais moi ce que je veux c'est maintenant. Ce que je veux c'est qu'on ait un parti qui à nouveau reparle aux Français. Oui, je veux un chef, je veux un leader. Et votre leader, c'est Nicolas Sarkozy? Oui, parce que ce que je constate, c'est que depuis 2 ans, ça n'a été que le désordre. Et donc je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui a de l'autorité, qui a de l'énergie. Je pense que par rapport à François Hollande, on a besoin de quelqu'un qui a une crédibilité qui est quand même beaucoup plus forte et que donc, lui peut permettre de redonner un peu de colonne vertébrale à l'opposition. On est en cacophonie, faut retrouver de la voix. Voilà. Bien. Et c'est ce diagnostic-là, Jean-Jacques Bourdin, il est lié à quoi aussi? Il est précisément lié à la situation dans laquelle on est. Si les Français sont exaspérés, ils sont aussi exaspérés par les petits jeux politiciens. J'aurais pu me présenter à cette élection UMP. J'aurais pu faire, moi aussi, un petit tour. Mais vous souteniez François Fillon, ardemment. J'ai soutenu François Fillon. Ardemment. J'ai soutenu François Fillon il y a 2 ans. Et j'ai aussi, on en avait parlé d'ailleurs ensemble, considéré que le combat Copé-Fillon était mortifère. Pourquoi? Parce que à ce moment qui est aussi difficile pour les Français, tout ce qui ressemble à du combat politicien, des petites aventures personnelles, les guerres d'ego, est insupportable. Mais est-ce que vous ne vous dites pas Fillon est mort? Choisissons un autre cheval. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Qu'est-ce que ça veut dire, Fillon est mort? Moi, j'ai de l'estime pour François Fillon. Oui, non, mais mort politiquement. Mais non, je pense qu'on a besoin de lui. Je pense surtout qu'on a besoin d'un rassemblement large. Ce dont on n'a plus besoin, c'est ceux qui sont dans leur petit couloir, qui pensent dans cette période à leur petit destin personnel. Et je pense que notre génération doit prendre un peu de hauteur, mettre ça de côté, accepter de se dire l'enjeu c'est pas juste ma carrière à moi, mais d'essayer de reconstruire un peu la construction de l'UMP, de l'opposition, que ça reparle aux Français. Donc je fais un choix, qui est un choix d'équipe, qui est un choix de travail en commun, et pas un choix personnel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas été tendre avec Nicolas Sarkozy après sa défaite? Non. Je me souviens. Oui, j'ai pas été tendre. Oui. Jean-Jacques Bourdin. Vous voulez que je vous cite ce que vous disiez? Alors attention, parce qu'il va falloir me citer jusqu'au bout. On va voir si vos citations sont exactes, monsieur Bourdin. Non, mais on va voir si vos citations sont exactes. Vous reprochiez à la campagne d'avoir, la fin de la campagne, seulement parlé de sécurité, d'immigration, entre autres, je ne vais pas... Vous vous souvenez de cela? Jean-Jacques Bourdin. Oui. Moi, je suis un homme libre. Oui. Et je suis un homme de conviction. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je ne suis pas un homme d'écurie. Mon enjeu, c'est pas de savoir si on se place... Vous étiez chez Fillon, maintenant vous êtes chez Sarkozy. Eh bien, précisément. Ma conviction, c'est les valeurs. Bon. Ma conviction, c'est mes idées. Mon sujet, c'est pas de savoir si je me place derrière un tel ou un tel. C'est de savoir comment est-ce qu'on porte les convictions qui sont les miennes. Le travail, pas l'assistanat.
la défense des classes moyennes et des familles modestes, une Europe qui est mieux capable de défendre ses frontières, la nécessité d'avoir une école construite sur l'effort et le mérite. Voilà, c'est ça à quoi je crois. Vous soutenez Nicolas Sarkozy, et il va annoncer quand sa candidature à la présidence de l'UMP. Pourquoi vous voulez l'inviter à votre micro? Il est invité, bien sûr. Bien sûr qu'il est invité. Je vous fais un scoop. Oui, allez-y. C'est avant le 30 septembre. Ouais, non, merci. Alors, non, mais merci. Non, avant, plus sérieusement. Avant la conférence de presse de François Hollande ou après? Plus sérieusement, c'est à lui de prendre sa décision. Oui, non, mais ça, et là où je vous avez... savais, mais non, avant ou après, qu'est-ce que vous préféreriez? Je vais vous dire, moi ce que je préfère surtout, c'est que si on repart, et si l'objectif est de redonner une ossature à l'UMP, c'est pour reparler aux Français. Et on a besoin de tout changer. Voilà. Et je pense qu'il y a une qualité qu'on peut lui reconnaître, c'est que c'est quelqu'un qui se laisse pas impressionner ni par les idées reçues, ni par les tabous. Moi, c'est cette force-là qui m'intéresse. Et ce que j'ai envie, c'est que ma génération, qui quand même se trouve dans une situation où la politique a jamais autant été abîmée, je trouve que ça vaut le coup de s'engager dans une démarche où on se dit, on change tout. Ben, moi, j'ai envie de l'inviter parce que je me souviens ce qu'il avait dit ici, à ce micro. Qu'est-ce qu'il vous avait dit ici à ce micro? J'aime bien quand votre œil comme ça prend cette petite tonalité impertinente. Allez-y. C'était sur RMC, il dit, vous pouvez me reposer 3 fois la question, si je suis battu, vous ne me reverrez plus jamais en politique. Eh ben vous voyez, je pense que ce qui est une leçon à se dire, c'est que dans la situation apocalyptique où on est, parfois il y a des retours qui deviennent nécessaires. Bon. Voilà. Est-ce qu'Alain Juppé est le principal concurrent de Nicolas Sarkozy? Franchement. Pour moi... deux choses. Hein. Oui. D'abord, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Le principal concurrent d'Alain Juppé, mon principal concurrent, le principal concurrent de notre famille politique, c'est pas dans notre famille politique. Enfin, il y a un moment, il faut être sérieux. Le principal concurrent dans votre famille politique. Oui, mais Jean-Jacques Bourdin, quand même, à un moment, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en politique, pour finir, on a l'impression qu'ils ont tous des ennemis dans leur propre camp et que le but, c'est pas plutôt de faire autre chose. Est-ce que vous croyez qu'Alain Juppé ira au bout de ses intentions? Je sais pas et c'est pas mon sujet, mais ce que je demande, moi, et ça je le demande. Qu'est-ce que vous lui demandez? C'est que chacun travaille. Vous lui demandez, Alain Juppé. Ce que je demande à chacun d'entre nous, c'est qu'il travaille maintenant. Et c'est qu'ils se sortent tous de la tête l'obsession de 2017 et qu'ils comprennent qu'on a... Non, je le dis et je le dis... Mais ils l'ont tous, Nicolas Sarkozy le premier. Mais je le dis très... C'est logique. Oui, sauf que précisément, et je pense que c'est le geste dont on a besoin, s'il revient, et s'il revient maintenant, c'est pour faire le travail maintenant. Et c'est ça qui est important. Avant 2017, il y a d'abord une opposition qui doit reprendre sa crédibilité. C'est le premier sujet. Et donc quand je vois... tous nos grands responsables politiques qui n'ont que les yeux rivés sur 2017, ça ne me plaît pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais est-ce que vous imaginez un face-à-face Alain Juppé-Nicolas Sarkozy lors des primaires de 2016? C'est parfaitement envisageable. Sauf que ce qui m'intéresse entre-temps, c'est comment est-ce qu'on va jusqu'en... Chacun va porter ses idées et chacun va défendre sa vision. Eh ben non. C'est précisément pour ça qu'on est dans cet état. Pourquoi on est dans cet état? Donc non, vous n'imaginez pas un face-à-ce Alain Juppé, Nicolas Sarkozy? Si vous me laissez pas répondre 2 secondes, mais non, mais il y a parce que aucune vous êtes chance. en pleine contradiction. Mais pas du tout. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'obsession de 2017, le fait que précisément ce soit le chacun pour soi, le fait que Alain Juppé puisse dire que son concurrent c'est Nicolas Sarkozy, le fait que François Fillon se tape avec Copé, c'est ça qui abîme la politique. Et que moi ce que je voudrais à un moment, c'est que plutôt que de dire mon concurrent c'est Nicolas Sarkozy, ce soit moi j'ai envie qu'on travaille ensemble. Et que tout le monde se range derrière Nicolas Sarkozy. Vous lancez un appel à Alain Juppé? Non, ce que je lance comme appel, c'est travailler ensemble. C'est pas chacun pour soi avec son petit discours dans son coin. C'est essayer de travailler pour un discours commun de l'opposition qui puisse faire des propositions comme ce qu'on a évoqué au début. Ça m'intéresse et c'est pas la même approche. Bien, Laurent Wauquiez. C'est clair au moins? Oui, non, merci. Oui, c'est votre réponse. Le Puy, qu'est-ce qui s'est passé au Puy vendredi dernier? C'était vendredi, non? C'était vendredi, oui. Qu'est-ce qui s'est passé au Puy dans votre ville? Racontez-nous, allez-y. Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. J'ai fait ce que n'importe qui ferait. C'est-à-dire? Je suis maire, comme vous le savez. Oui. J'étais tranquillement avec ma voiture et ma famille. Je m'apprête à m'engager dans une rue où le feu est vert. Et j'ai un scooter avec 2 personnes qui passent en grillant le feu rouge et en allant à toute allure, je sais pas, 50-70 km/h, en passant à 50 cm du capot de ma voiture et quasiment en écrasant une personne âgée. J'en peux plus de ça. Ça suffit. Cette absence de respect, ces incivilités, ce sentiment qu'au fond on assiste passif à des gamins qui font n'importe quoi, ça suffit. Donc, comme maire, j'ai un pouvoir de police.
Je les ai donc pris en chasse avec ma voiture. Ils ont grillé un deuxième feu rouge. Je suis sorti. Vous avez grillé le feu rouge pour Pas du tout. J'ai arrêté ma voiture au feu rouge. Ah bon? Dommage, monsieur. Non, mais J'ai arrêté. Ils se sont arrêtés. J'ai arrêté ma voiture au feu rouge, pas du tout. Je leur ai couru après. J'ai attrapé par le col un des gamins qui était à l'arrière. Ils avaient ralenti quand même. Ah bah, et comme ils grillaient un feu rouge, là ils ont ralentissé un tout petit peu au moment de griller le feu rouge. D'accord. Je l'ai attrapé par le col et je les ai retenus et j'ai réussi à les empêcher. On a fait tomber la Vespa et puis je les ai arrêtés. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà. Parce que ce qui compte, c'est pas juste ces deux-là, c'est la suite. Oui. Si jamais ils vont devant le procureur, etc., ça n'aboutira à rien. Il n'y aura pas de sanctions ou en tout cas anecdotiques. Je vais donc les condamner à une peine d'intérêt général. Et je vais réunir les familles, je les vois demain, et je vais leur dire, écoutez, c'est très simple, on oublie tout ça, mais la contrepartie, c'est que pendant un mois, vous venez à 6h du matin au centre technique municipal avec un balai, et vous contribuez à nettoyer la rue. Que ça vous mette un peu de plomb dans la cervelle. Je vais voir, on va faire le point avec leur famille, mais a priori, ça a l'air d'être des mineurs. Vous avez vu les familles? Vous avez rencontré les familles? Je les rencontre demain. Vous rencontrez les parents? Je rencontre les parents, parce que je veux voir les parents. Vous avez eu déjà les réactions des parents? Ils comprennent, non? Ils vont comprendre? Vous allez leur expliquer qu'ils comprennent. Parce que je veux pas qu'on reste passif là-dessus. Et mes deux leçons sur ce qui s'est passé, ça m'est déjà arrivé d'être amené à contribuer comme ça à des opérations dans ma ville. La première chose, c'est on arrête de laisser passer. Et je pense que chaque citoyen là-dessus a un petit devoir. Faut pas qu'on assiste passif à une société dans laquelle plus personne ne respecte rien. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, la meilleure réponse, c'est tolérance zéro, mais pas de sanctions absurdes. Oui. C'est des gamins. La meilleure manière de leur remettre du plomb... C'est pas de les jeter en prison. Mais non, bien sûr, ça n'a pas de sens. Par contre, ils auraient pu mourir, ils auraient pu blesser gravement quelqu'un, c'est pas anodin. Je ne veux pas laisser passer ça. Donc, et la meilleure travail d'intérêt général. La meilleure réponse pour moi, c'est des peines d'intérêt général. Ça a du sens. Ça a du sens. Un dernier mot, je crois qu'il nous reste 1 minute, il est 8h57. La nomination de Pierre Moscovici, vous vous réjouissez? Comment vous voulez qu'on se réjouisse? Vous avez été ministre des Affaires européennes. Comment vous voulez qu'on se réjouisse? C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui va être chargé de veiller à la bonne discipline budgétaire et financière au sein de l'Europe, qui va être chargé des questions économiques. Il a été le ministre de l'économie de la France, c'est-à-dire qu'il porte le bilan d'avoir menti à l'Europe sur les déficits, d'avoir menti aux Français sur la croissance et d'avoir laissé l'économie française dans un état pitoyable. Vous croyez qu'il va avoir beaucoup de crédibilité sur la scène européenne? Vous croyez que quand les gens vont le voir rentrer, ils vont pas gentiment sourire dans son dos? Comment voulez-vous que la parole de la France portée par quelqu'un comme M. Moscovici ait le moindre poids? Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de réfléchir à ça. Merci Laurent Wauquiez d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h58. Merci.